oui, le micro, on entend trop le bruit de la chicha. Et je rigole, je suis vraiment une merde de dire ça. Beaucoup se sont plaints d'avoir le bruit de la chicha. La dernière fois, je suis désolé, je pensais vraiment pas qu'on entendait autant dans la vidéo de Sarah, où on découvre un petit peu l'univers de Sarah et on parle de comment elle gagne sa vie. Et c'est vrai qu'à côté, j'étais là. Et tout le monde m'a dit, ah, le bruit de la chicha, etc. Donc j'ai retenu, j'ai fumé ma chicha avant. Maintenant, je vais pouvoir la poser délicatement par terre. Et voilà, maintenant on a la gourde magique qui va me servir de micro parce que vous voyez bien, j'ai une petite chaîne YouTube et on n'a encore pas les moyens de s'acheter un beau micro. Je suis tout à fait un menteur parce qu'on a en stock des magnifiques micros qui sont utilisés par exemple à Planet Rap qu'on pourrait prendre, mais on ne le fait pas. Je sais pas pourquoi. Hugo, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Comment ça se fait qu'on a du matériel qui vaut 5000 €, frère, et qu'on utilise une gourde? Je voudrais le savoir, s'il te plaît. Pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode, on vous promet d'avoir un meilleur son, malgré que celui-ci, normalement, devrait être déjà mieux. J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, les... Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai envie de te dire sympa, parce qu'il y a quelques temps c'était encore un domaine que je ne maîtrisais pas, même si je le maîtrise toujours pas aujourd'hui. Je suis qu'un amateur, je ne vais encore une fois que effleurer la surface d'un iceberg. Je vais simplement parler de, comme d'habitude, de mon expérience. Alors tous les youtubeurs disent ça, donc ça me roule. C'est relou je pense de dire la même chose à chaque fois. Tout le monde dit oui, ce n'est que mon humble avis, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais... Ben non, ça c'est sur la chaîne YouTube principale, Lucien, ne t'égare pas. J'allais dire mes couilles dans les papiers aluminium, ça fait des paupiettes de veau. Donc évidemment, je ne vais parler que de ce que je connais, que de ce que je pense savoir, et que de mon humble et petite expérience. Évidemment, je vais vous expliquer pas mal de choses que je connais, que j'ai appris, sur lesquelles je me suis formé. Je vais vous parler de pas mal de choses autour des crypto-monnaies. Évidemment, l'espace commentaire, il est là aussi pour débattre, il est là aussi pour que vous puissiez donner votre avis, pour que vous puissiez me donner vos conseils, parce que j'ai absolument pas la science infuse, et que de par mes maigres expériences de mon jeune âge, je n'ai pas voilà, du recul sur des années, j'ai pas des années d'expérience, etc. On va déjà commencer à déblayer le terrain. Les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, vous avez les monnaies fiat. Donc c'est pas la marque de voiture comme Renault et Mercedes. Les monnaies fiat, c'est les monnaies qui existent, c'est les monnaies qui sont entre guillemets palpables. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez l'euro ou le dollar, en découle une monnaie qui est existante, donc des pièces de 2 €, des billets de dollars, de 1 $, de 200 $, des billets de 500 €, etc. Donc on appelle ça une monnaie fiat, c'est une monnaie qui est utilisée par les institutions, par les États, et c'est une monnaie qui existe, qu'on a dans notre portefeuille, avec lesquelles on peut faire de l'espèce, même si c'est voué à disparaître, en tout cas dans la zone euro, mais en tout cas c'est une monnaie réelle, pour vraiment faire le distinguo avec les crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies, c'est une monnaie virtuelle. Aujourd'hui, quand vous prenez les crypto-monnaies, parce que moi j'aime bien déblayer le terrain, c'est pour ça que cette vidéo s'appelle la crypto-monnaie pour les nuls, parce que moi c'est très flou pour les gens qui connaissent pas du tout. Les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de monnaies virtuelles, comme les monnaies classiques, c'est un ensemble de monnaies. Le dollar, l'euro, voilà, le livre sterling, les crypto-monnaies c'est la même chose mais sur des monnaies virtuelles, et on y retrouve aujourd'hui 20 000 à peu près monnaies qui sont en circulation dans les marchés financiers des crypto-monnaies. Donc il y en a à peu près 20 000, mais il y en a qui sont très connus évidemment, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, comme les pancakes. Il y a des choses compliquées à comprendre, mais il y a plein de crypto-monnaies qui ont différentes appellations, et puis après elles ont des diminutifs aussi, c'est ça qui est compliqué. Donc t'as l'UST, t'as l'USDT, t'as le BTC, donc voilà, il y a plein de... Il y a l'ETH, donc genre l'Ethereum ça s'appelle l'ETH, le Bitcoin s'appelle le BTC, et puis t'as aussi plein d'autres monnaies comme ça qui ont un nom mais aussi un diminutif. Et puis t'as les principales. Avant la petite claque là qu'on a pris comme ça là tranquillement derrière la tête, le Bitcoin c'est monté un Bitcoin. Donc vous entendrez parler dans les vidéos de youtubeurs ou de gens qui vous expliquent un peu les crypto-monnaies, qu'on appelle ça un jeton. Ça veut dire que quand on possède un jeton, ça veut dire qu'on possède une unité de la crypto-monnaie en question. Par exemple, si tu achètes un Bitcoin, tu possèdes un jeton de Bitcoin. C'est comme ça qu'on le dit. Il y a un petit peu de lexique comme ça à savoir, comme le wallet. Les gens ils disent oui, dans ton wallet, machin, les gens... Maman, ça c'est une petite Golf GTI qui part chez Shiftech, je vais pas te mentir. Les wallets, qu'est-ce que c'est ton wallet de crypto? Le wallet c'est le portefeuille, c'est un peu ce que tu possèdes, c'est comme ton compte bancaire.
Voilà, par exemple, si t'es, je sais pas moi, à la banque postale, par exemple, t'as un compte à la banque postale et t'as de l'argent dessus. On pourrait dire que c'est ton porte-monnaie bancaire, et donc en anglais, on appelle ça un wallet de crypto, donc c'est ton compte avec ce que t'as en crypto-monnaie dessus. Je vais essayer d'être le plus pédagogue possible, je suis pas sûr d'être très bon. Je vais vraiment essayer de déblayer le terrain. Désolé pour ceux qui connaissent déjà les crypto-monnaies, mais je vais essayer vraiment d'expliquer vraiment pour les gens qui n'y connaissent rien et qui s'y intéressent. Et puis moi, comme vous savez, mon récit, je fais un récit de la chose réelle. Je vais pas vous vendre du rêve, je vais pas vous dire ceci, cela. Je vais vous dire ce que j'ai essayé, ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu, pourquoi, comment, etc. Donc, il y a un peu de lexique comme ça à savoir, entre le jeton, les wallets, les machins. Donc, entre guillemets, quand tu possèdes une unité de Bitcoin, et ce Bitcoin a une valeur qui va fluctuer. Elle va changer en fonction du cours. En fonction de la valorisation de cette monnaie, en fonction de plein de choses, en fonction du marché, voilà, il y a plein de choses très complexes. Aujourd'hui, par exemple, le Bitcoin, on est aux alentours de 22 000 $ le Bitcoin. Ça veut dire que si tu te procures un Bitcoin, il va falloir que tu débourses 22 000 $. Par exemple, tu aurais acheté ça il y a quelques temps, il est monté à 65 000 $. Donc on retrouve des similitudes, pardon. J'ai pas été à l'école longtemps, commencez pas à me péter les couilles. On retrouve des similitudes avec la bourse, et je reviendrai dans un autre sujet sur YouTube où je vous parlerai de la bourse. Mais il y a des similitudes. Donc quand tu te procures un jeton, quand tu te procures une unité de Bitcoin, si tu veux l'acheter aujourd'hui, tu vas débourser environ 22 000 $. Demain, ce jeton sera toujours une même unité, tu seras toujours propriétaire d'un Bitcoin, mais demain, il peut bien coûter 100 000 $, comme en coûter plus que 2 $. Tu vois, ça peut s'effondrer demain, et ça coûte moins, et ça peut coûter plus. D'ailleurs, moi, j'ai acheté des bitcoins à l'époque où l'unité coûtait 48 000 $. Donc aujourd'hui, elle est à 22. T'expliques bien que Lucien, il a pris une petite claque derrière la tête. Mais je vous expliquerai après. Je reviendrai là-dessus précisément. Et puis après, il y a une autre crypto-monnaie qui est très qui font partie des deux plus grosses aujourd'hui, c'est l'Ethereum, qui est une crypto-monnaie qui coûte aujourd'hui 1500 $ l'unité, le jeton, et qui était monté plus haut, pas loin de 3000, je crois qu'on était à 2800, un truc comme ça. Donc aujourd'hui on stabilise à 1500, mais en gros, encore une fois, quand tu es propriétaire d'une unité, d'un jeton, de telle ou telle crypto-monnaie, ça peut fluctuer en fonction de plein de choses que je vais vous expliquer après. C'est pas comme un euro aujourd'hui où tu achètes 1 €, ta pièce d'1 € elle coûte toujours 1 €. Tu vois. Alors après, il y a plein d'autres choses qui viennent autour de ça et qui ne fait pas partie de la monnaie, qui s'appelle l'inflation. L'inflation aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a quelques années, ta baguette de pain elle coûtait 15 centimes et qu'aujourd'hui elle vaut 1 €. Donc ton euro à toi, il a toujours la même valeur. Mais avec cet euro-là, tu peux moins t'acheter de baguettes de pain qu'à l'époque. Par contre, ton euro, il n'a pas bougé de fin. Tu vois, c'est tout un truc comme ça qui fait comme le prix de l'essence. Avec 50 €, tu mettais un plein. Maintenant, c'est 100 balles. Enfin, façon de parler. Donc ça, c'est l'impact de l'inflation, de l'évolution du coût de la vie en général. Mais ça, c'est un autre sujet. Je m'égare un peu. Enfin là, ça a explosé, mais l'inflation en général, c'est 4%. Et donc on pourrait revenir sur d'autres sujets comme ça de placement financier où tu as bien plus intérêt à placer ton argent plutôt qu'à la laisser sur un compte bancaire, parce que même si cette somme d'argent ne bouge pas, tu peux faire, plus le temps passe, moins tu peux faire de choses avec cette somme d'argent. Si tu as 100 000 € de côté, tous les ans l'inflation c'est 4% d'évolution, tous les ans c'est comme si tu soustrayais 4% à tes 100 000 € que tu as de côté. Donc le principe c'est d'investir une partie de cet argent pour que ça lutte contre ces 4% et que ça t'en remporte plus. Là, c'est de l'investissement personnel, etc. J'en reviendrai aussi là-dessus, parce que j'ai aussi pas mal de choses à vous raconter là-dessus, sur mes expériences, mes échecs, mes réussites. En tout cas, pour revenir sur les crypto-monnaies, je vous ai un petit peu déblayé le terrain pour vous expliquer ce que c'était. Donc, comme je vous disais, il y en a 20 000 qui existent, avec vraiment des dominantes, qui pour moi sont le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont quand même déjà deux choses différentes. Le Bitcoin, c'est plus une valeur entre guillemets un peu refuge, c'est un peu de l'or virtuel. C'est quelque chose qui fluctue mais qui est censé pas trop, qui est censé être assez linéaire, assez voilà. Et on dépend avec ces crypto-monnaies de tout un écosystème qu'il y a autour. Je vais commencer par vous expliquer le principe des crypto-monnaies et de la blockchain. Il y en a beaucoup qui se posent la question, qu'est-ce que c'est la blockchain? On en entend parler mais on sait pas ce que c'est, on sait que c'est en rapport avec la crypto-monnaie, etc. Donc la blockchain, c'est, entre guillemets, moi je le vois comme le système, l'espèce de mécanisme qui permet d'utiliser les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui,
encore une fois pour comparer aux monnaies fiat, donc les monnaies qui existent, qui sont réelles ou qui sont palpables. 1 euro, 2 euros, tu veux acheter une motocross, tu vas acheter ta motocross, par le biais de ta banque, tu vas soit retirer de l'espèce, soit faire un virement bancaire, etc. Donc tu te sers de cet écosystème bancaire pour passer de l'argent qui t'appartient à la personne à qui tu veux acheter la motocross. Lui, en échange de lui avoir donné cet argent, il va te donner la motocross. Mais pour lui avoir donné cet argent, soit tu l'as eu de quelqu'un et avec qui tu as déjà fait un business et tu as eu de l'espèce, et tu lui as payé en espèces, mais cet argent-là, à un moment donné, il est bien sorti d'une banque au départ. Et donc, toi, le plus souvent, tu passes par une banque ou par un chèque, par de l'espèce, mais qui vient d'une banque. Donc, l'écosystème bancaire est l'intermédiaire entre le mec qui va te vendre sa motocross et toi. Lui, il va avoir l'argent sur son compte en banque ou en espèces dans les mains, ce qui va lui valider le fait que tu l'as bien payé et ce qui va lui valider le fait qu'il peut te remettre la moto qui vaut la valeur sur laquelle vous vous êtes entendu pour récupérer la moto en totale cohésion avec l'argent que tu lui as donné. Donc il y a un intermédiaire dans tout ça, c'est la banque. Soit c'est de l'argent que tu avais déjà, comme je disais, et au départ elle est venue bien d'une banque. Je suis un peu long parce que je veux vraiment bien expliquer ça, c'est très important de comprendre. La crypto-monnaie, c'est différent parce que tu ne passes pas par une banque, tu passes par l'écosystème, par le système, par le mécanisme, par la mécanique qui s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est très simple. C'est très compliqué comme ça, mais en vrai de vrai, le système de fonctionnement est assez simple. Encore une fois, quand tu vois une vision plutôt généraliste, une vision globale du truc. La blockchain, c'est comme si tu avais un bloc-notes et que tu disais « Jean-Michel va me vendre sa motocross 1 euro ». En dessous, quand Jean-Michel va te donner 1 euro, et bah tu vas mettre « Jean-Michel m'a donné 1 euro ». Ensuite, quand Jean-Michel t'as donné 1 euro, tu vas lui remettre la motocross que tu lui vends. Donc tu vas mettre une ligne, j'ai remis la motocross de la valeur de 1 euro à Jean-Michel. Ensuite, il y aura encore une autre ligne sur ce bloc-notes qui va marquer Jean-Michel est bien le nouveau propriétaire de la motocross que tu lui as vendue 1 euro. J'espère que tout le monde me suit jusque là. Et tout ça, c'est écrit. Donc il y a une ligne qui dit combien t'as payé, il y a une ligne qui dit la valeur de la moto, il y a une autre ligne qui dit vous avez bien remis la moto à Jean-Michel, il y a une ligne qui prouve que Jean-Michel est bien le nouveau propriétaire de la moto, et il y a une ligne qui met aussi sur ce bloc-notes qui écrit vous avez bien 1 euro en moins sur votre compte. Donc en fait, à mettre plein de lignes comme ça, ta page de bloc-notes, tu l'as remplie. Et sauf que en prouvant ça, en écrivant ça, en archivant ça, si tu veux, c'est là, c'est écrit, c'est fait. Parce que t'as écrit, c'est écrit noir sur blanc. Et donc une fois que ce bloc-notes est rempli, bah va falloir prendre un deuxième bloc-notes. Parce que peut-être que tu vas vendre une autre moto à Jean-Eudes. Donc va falloir réécrire une ligne en disant j'ai vendu une moto à Jean-Eudes, mais cette fois-ci je l'ai vendue 100 euros. Donc la moto je l'ai vendue, combien il a eu, Jean-Eudes a bien eu cette moto, je suis bien débité de 100 euros, etc. Et pour sécuriser le tout, pour rassurer le tout, tu vas sceller ces blocs ensemble, donc ces bloc-notes, ces feuilles, ces écritures. Et donc ce petit bloc-notes que tu as rempli, plus le deuxième, entre la moto à Jean-Michel et la moto à Jean-Eudes, et bah tu vas les enchaîner. Donc tu vas chaîner ces blocs où tu as écrit les transactions, noir sur blanc. Et c'est ce qu'on appelle la blockchain. C'est ce système qui te permet de prouver, qui te permet d'archiver, qui te permet bien de dire voilà, j'ai un papier où j'ai tout écrit, j'ai scellé par une chaîne, c'est fictif évidemment, il n'y a pas des petits bloc-notes pendus par des chaînettes dans une grande pièce pour expliquer toutes les transactions, tu vois. C'est ça la nouveauté, c'est ça le nouvel ère. Parce que à l'ancienne, et encore aujourd'hui, t'achètes une maison, Jean-Eudes vend une maison à Lucien, c'est écrit sur un papier chez un notaire, et le papier il est stocké pendant 75 ans chez le notaire. Voilà, donc il y a vraiment des blockchains chez les notaires aujourd'hui. Les archives des notaires, c'est des blockchains. Parce que c'est plein de pages écrites qui met monsieur machin habitant à tel endroit a bien acheté tel bâtiment, tel tarif, monsieur machin a bien reçu tel tarif et c'est bien lui maintenant qui est le propriétaire du bien estimé à tel tarif et vendu à tel tarif. Avec un papier de la banque qui prouve bien que l'argent vient bien de telle banque et que ça a bien été viré sur le compte de machin, etc. Donc c'est plein de papiers qui sont scellés ensemble parce qu'ils sont mis dans le même tas, dans le même dossier, et dessus il y a marqué vente du château, de la boiserie. Façon de parler. Et donc en fait, ces feuilles, si tu les mets elles sont scellées ensemble, elles sont ensemble dans un dossier. Donc en fait, si tu les mets les unes à côté des autres et que tu les agrafes, et l'agrafe c'est comme une chaîne, et puis c'est plein de papiers qui sont agrafés ensemble, et c'est une blockchain. Aujourd'hui tout ça c'est virtuel, donc le système
système blockchain, c'est quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui est sur internet, qui est dans des serveurs et qui est écrit, qui est inscrit. Et donc après je vais vous expliquer comment et pourquoi. Et donc ce principe de blockchain, j'espère vous l'avez un petit peu saisi, c'est que virtuellement on va archiver, donc ils ont donné l'appellation blockchain, ils auraient pu donner l'appellation dossier agrafé, tu vois, façon de parler. C'est sûr que ça fait plus stylé blockchain que dossier agrafé, tu vois. Mais aujourd'hui c'est ça, c'est qu'en fait ce système, cette mécanique, cette chose qui a été mise en place, je dis chose parce que je vais revenir après en détail, cette chose qui a été mise en place, cet écosystème qui a été mis en place de validation, de transactions et de paiement, et ben en fait c'est inscrit, c'est écrit, ça veut dire qu'à tout moment c'est quelque chose qui a été fait, qui a été écrit, qui est sécurisé. C'est ça le principe de la blockchain, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de la banque pour qu'elle envoie de l'argent à la personne avec qui tu veux faire une transaction. Tu n'as plus besoin de la banque pour attester que c'est ton argent que tu as donné à telle personne, parce que ce système, cette mécanique qui s'appelle la blockchain, le fait pour ça. Donc oui, il y a un débat sur le fait qu'un jour, la blockchain, aujourd'hui, elle enregistre des transactions, elle permet des choses, et demain, elle va proposer des solutions par des sociétés qui vont développer ça pour faire des financements. Et moi, j'y crois que dans quelques années, on pourra faire des financements et acheter une maison par la blockchain et en crypto-monnaie. Ça se fait déjà. Pour continuer un petit peu dans l'univers et vous décortiquer un peu l'environnement des crypto-monnaies et de la blockchain, aujourd'hui, c'est entre 2 et 300 millions d'utilisateurs qui utilisent les crypto-monnaies. On est sur à peu près 950 millions d'euros, entre guillemets, de valorisation du marché, entre ce que les gens possèdent, etc., et combien ça cote, à peu près $1 milliard. Donc ça varie, hein. Donc là je donne des valeurs, elles peuvent changer demain. On est entre 200 et 300 millions d'utilisateurs qui utilisent la crypto-monnaie, alors soit pour faire des échanges et des transactions, soit pour avoir de la crypto-monnaie et attendre que ça fluctue, mais je vais revenir aussi là-dessus. Et donc dans 10 ans, l'écosystème prévoit d'aller vers 1 milliard d'utilisateurs. Donc c'est-à-dire grosso modo un peu plus de 3 fois plus qu'aujourd'hui, en 10 ans. Aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de jeune. Il y a des gens aujourd'hui, parce que ça a été créé en 2009, donc c'est le Bitcoin en fait qui a lancé tout le truc par Satoshi Nakamoto, donc ça c'est le créateur du Bitcoin, donc on ne sait pas quel est l'être humain qui est derrière ce nom Satoshi Nakamoto. Mais en gros, Satoshi Nakamoto, c'est le mec qui a créé le Bitcoin. Il y a Vitalik Buterin, c'est la personne qui a créé l'Ethereum. Donc lui, il existe, hein, il fait des conférences, c'est le patron du truc. C'est lui qui a créé cette crypto-monnaie. Et il y a plein de gens qui ont créé d'autres crypto-monnaies. Demain, n'importe qui peut créer sa crypto-monnaie. Encore faut-il demain qu'elle devienne une vraie valeur d'échange et qu'elle est vraiment... qu'elle pète quoi, hein. Il y a des crypto-monnaies qui valent 0,00001 centime. Tu vois, tout le monde peut en créer une. Plein de gens comme Satoshi Nakamoto et Vitalik Buterin, mais qui sont à des niveaux moins hauts que eux, vu que eux c'est les deux principaux. Donc l'Ethereum et le Bitcoin, les deux principaux, voilà. Donc ça a été créé en 2009, donc vous voyez, on a 10-12 ans, 13 ans de recul sur les crypto-monnaies. C'est pour ça que ça fait peur à tout le monde et qu'il y a des gens qui se disent, bah ça y est, c'est trop tard maintenant pour investir, alors qu'en fait le train il est même pas arrivé, quoi. On est vraiment au début. On est un peu comme dans les années 90, quand les gens parlaient d'internet et qui se disaient c'est quoi ça, c'est nul, c'est de la merde, etc. Bon bah il y a un jour ça deviendra, je pense, une évidence. C'est d'ailleurs aujourd'hui une monnaie légale dans 2 pays. Alors c'est des pays qui sont en voie de développement, Centrafrique et l'autre je sais plus ce que c'est. Ça reste une monnaie qui est devenue légale dans 2 pays quand même. Voilà, ça veut dire que tu peux aller à la boulangerie et c'est obligatoire qu'on t'accepte tes bitcoins pour payer ta baguette, façon de parler. Il y a plein de choses très complexes en fonction des crypto-monnaies, comment elles fonctionnent, parce qu'elles ont des fonctions différentes, jusqu'où elles peuvent aller. Il y a des monnaies qui sont, on appelle ça des coins, et donc après il y a des coins, donc des monnaies classiques, et après il y a des stable coins, donc c'est des monnaies qui sont stables, qui vont avoir tendance à moins fluctuer, à être moins volatiles, qui vont moins te mettre une claque derrière la tête du jour au lendemain, et qui ont chacune leur système de fonctionnement, et qui ont chacune leur spécificité. Aujourd'hui, le Bitcoin, il y a une division qui est faite, et ça ira jusqu'à 21 millions de fois, et c'est très complexe, je vais pas rentrer dans le détail dedans. C'est cette échéance à 21 millions de divisions sur le Bitcoin qui fait que ça la rend entre guillemets quelque chose de plus sûr et qui est entre guillemets considéré comme de l'or virtuel. Ce qui n'est pas le cas de, par exemple, l'Ethereum, qui est sur un autre système de fonctionnement, le Proof of Work qui va passer sur le Proof of Stake, donc c'est la preuve de transaction qui va changer, au lieu que ce soit... Enfin, faut que je revienne sur d'autres sujets avant de vous parler de ça, c'est vrai que je m'égare un peu là. C'est un système de fonctionnement aujourd'hui sur les preuves de validation, de paiement,
de transaction, pardon, et qui va changer du Proof of Work au Proof of Stake. Et ça va changer là normalement en septembre de cette année. Ce qui fait que les gens, enfin tout le monde se dit que les gens vont se mettre à investir un peu plus là-dessus, etc. Mais là je rentre vraiment dans les détails. Là je vous parle vraiment du système de fonctionnement de chacune des monnaies. On n'est pas là pour en parler parce que j'ai fait cette vidéo pour faire la crypto-monnaie pour les nuls. Et là je rentre dans un truc compliqué, donc veuillez m'excuser. Mais en tout cas c'est pour vous expliquer que les crypto-monnaies, elles ont chacune une façon de fonctionner. Et que c'est pas la même chose. Tu vois, c'est pas le Bitcoin il va évoluer autant que les autres monnaies parce qu'il y a des monnaies qui sont indexées sur du dollar, c'est à dire que le volume de crypto-monnaie il y en aura forcément autant en dollars, etc. Enfin il y a plein de choses très compliquées comme ça, mais je vous invite à aller vous instruire, à aller vous former sur des vidéos sur YouTube. Il y a plein de gens qui l'expliquent bien pour rentrer vraiment plus dans le détail de chacune des crypto-monnaies parce qu'il y a tout un écosystème autour d'une crypto-monnaie qui est hyper intéressant. En tout cas pour revenir dans cette globalité, pour revenir sur du grosso modo, le système des crypto-monnaies, c'est plusieurs monnaies virtuelles où les transactions et les échanges se font par la blockchain, donc ce système de validation de paiement, etc. Maintenant, je vais rentrer dans le détail sur la blockchain pour vous dire comment c'est fait. Parce qu'on entend parler aussi du minage de crypto-monnaies. Et le minage de crypto-monnaies, c'est vraiment en rapport avec la blockchain. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Le minage de crypto-monnaies, c'est ce qui rend possible l'écosystème blockchain. Ça veut dire que ces petits blocs-notes virtuels où sont écrits des lignes de transaction, machin a acheté tel truc à tel machin, c'est fait par une suite de chiffres. C'est ça qui vient sécuriser en fait la blockchain. Alors vous pouvez rentrer plus en détail là-dedans, mais moi je vous explique en gros. C'est une suite de chiffres qui est trop longue pour qu'elle soit décryptable, c'est trop longue pour qu'elle soit piratable, c'est une suite de calculs qui est fait pour que ce soit vraiment impossible à décrypter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué Lucien a vendu telle moto à machin. Il n'y a pas marqué ça sur le bloc-notes. Sur le bloc-notes, il y a marqué 1, 0, 3, 4, 10, 30, 0, 1. Et ça, c'est en rapport à quelque chose. C'est en rapport avec Lucien a vendu sa moto à machin. Tu vois, cette suite de calculs. Sauf que cette suite de calculs, elle est consultable, mais elle est anonyme. Ça veut dire que personne sait que c'est Lucien qui a acheté tel truc à telle personne. Mais on sait que la transaction, elle est là. On sait qu'elle a eu lieu. Ce calcul complexe, faut qu'il soit fait par quelque chose. C'est pas quelqu'un qui est là avec une calculette en train de dire 1 plus 1, 2, 3, 0, 19, 12, machin, ça veut dire Lucien a vendu la moto à telle personne. Ce calcul-là, faut qu'il soit fait par quelque chose qui génère de la puissance de calcul pour pouvoir gérer ces transactions, pour pouvoir enregistrer ces transactions, pour pouvoir créer ces transactions, pour pouvoir archiver ces transactions. Il faut cette puissance de calcul pour que ça se réalise et pour faire un bloc de transactions et le chaîner à un autre bloc de transactions pour pouvoir assumer toutes les transactions qui se passent aujourd'hui. Comme je vous explique, entre 2 et 300 millions d'utilisateurs et 1 milliard de valorisation, des choses il s'en passe, des transactions ils s'en font, des transactions ils s'en font, je suis pas prof de français. Donc il y a nécessité d'avoir de la puissance de calcul. Aujourd'hui la puissance de calcul, on entend parler des choses, aujourd'hui elle se fait par plusieurs systèmes, notamment par les cartes graphiques. C'est pour ça qu'il y a pénurie de cartes graphiques. Les gamers ils sont un peu en stress parce qu'il faut payer 2500 € la carte graphique parce que tous ces salopards qui font du minage de crypto-monnaie prennent les cartes graphiques. Donc le minage de crypto-monnaie, c'est pas un mec qui va dans une mine et qui va chercher de l'or. Le minage de crypto-monnaie, c'est quelqu'un qui va mettre à disposition sa puissance de calcul. C'est-à-dire que moi demain je peux acheter des cartes graphiques, les monter les unes ensemble avec un module, etc. Je branche ça sur le secteur pour avoir de l'électricité et à internet et je vais mettre à disposition ma puissance de calcul pour la blockchain et c'est ça qui fait que cette puissance de calcul va venir aider la puissance de calcul déjà existante pour valider des transactions. Sauf que toutes les transactions qui vont être, toutes mes machines qui vont tourner, mes cartes graphiques les unes entre les autres, c'est comme un ordinateur, hein, ça, tu peux miner de la crypto-monnaie avec un ordinateur. C'est juste que si au lieu d'avoir un ordinateur, si tu mets plus que des cartes graphiques ensemble, elles vont être plus performantes. Demain, Tesla, ils ont prévu de sortir un téléphone qui va pouvoir miner de la crypto-monnaie. Mais évidemment, tu seras pas rentable comme si tu mettais des racks de cartes graphiques à disposition. Bah, tu vas apporter plus de puissance de calcul. Et si tu en mets 20, 30, 200, bah, plus tu apportes de la puissance de calcul, plus l'écosystème peut utiliser ce que tu mets à disposition pour valider ces transactions et pour les faire tout simplement. À quoi bon faire ça? Bah parce qu'on gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu achètes une carte graphique et que tu la branches sur internet et sur ta prise secteur chez toi, bah tu vas permettre cette puissance de calcul, tu vas permettre des transactions pour la blockchain et celle-ci, en échange d'avoir acheté ta carte graphique et en échange d'avoir mis ça à disposition et en échange de payer de l'électricité parce que ça mange énormément d'électricité, et ben en échange de tout ça, ils vont te reverser une partie des frais qui sont générés par la blockchain. Ça veut dire que moi,
quand Jean-Eudes il m'achète ma motocross et qu'il me paye en crypto-monnaie, bah va y avoir une petite commission pour utiliser cette crypto-monnaie. Et dans cette petite commission, il y a une partie qui est remise à chaque personne qui met à disposition la puissance de calcul. C'est pour ça qu'on appelle ça du minage de crypto-monnaie. Ça veut dire qu'en fait, tu vas faire le ratio entre le prix de ta machine, la dépense en électricité et l'argent que tu gagnes. Voilà, donc et l'argent que tu gagnes en crypto-monnaie évidemment. Par exemple, je sais pas moi, si tu mines je sais pas combien de puissance de calcul au mois, on va te remettre tant de bitcoin. Si tu mines sur la blockchain Ethereum ou Bitcoin, on va te remettre tant d'Ethereum ou de Bitcoin ou bien d'autres crypto-monnaies. Et cette crypto-monnaie va te permettre ensuite de payer ton électricité, de rembourser ta machine. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois, enfin il y a une époque on disait qu'on était rentable au bout d'un an quand on mettait une machine de minage de crypto-monnaie à disposition. Alors en France, on n'est pas dans l'endroit le plus intéressant, tout simplement parce que l'électricité est assez chère. Et aujourd'hui, par exemple, le leader, c'est le Kazakhstan, parce qu'ils ont des conditions climatiques assez froides dans certaines régions du Kazakhstan, qui permet d'avoir, les machines, elles chauffent beaucoup. Si tu mets plein de cartes graphiques ensemble à tourner à plein régime, elles génèrent de la chaleur. Donc si tu es dans un pays chaud, les machines elles vont cramer, ou alors elles vont être à un rendement inférieur parce qu'elles pourront pas tourner à plein régime, parce qu'il va falloir aussi mettre un investissement dans une machine qui va refroidir ça. Alors que si tu es dans un pays froid, le froid tu l'as automatiquement par la condition dans quel pays où tu es. Et en plus de ça, le Kazakhstan c'est un endroit où le kilowattheure, donc la consommation d'électricité n'est pas très chère. C'est pour ça que le ratio est intéressant, mais ils savent très bien ce qu'ils font, hein. Les institutions sont de mèche aussi pour pas augmenter le prix du kilowattheure, pour que justement les installations de minage de crypto-monnaie se fassent chez eux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays comme ça où ils sont très intéressants en prix. En France c'est pas hyper intéressant, c'est pour ça qu'on met un certain moment entre l'achat de la machine et le paiement de l'électricité, on met un certain moment avant de tomber à zéro et un certain moment avant même de générer de l'argent. Mais aujourd'hui il y a des solutions qui sont en train de se développer, parce que cette chaleur qui est émise par cette puissance de calcul des machines que tu mets à disposition, elle peut être réutilisée pour chauffer un bâtiment par exemple. Je dis ça, je dis rien, il y en a qui vont comprendre la suite. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils mettent en place des fermes de minage, on appelle ça des fermes de minage de crypto-monnaie. C'est marrant parce que les appellations n'ont rien à voir avec la réalité, mais des fermes de minage de crypto-monnaie, c'est des racks avec plein de cartes graphiques qui pourraient être grands comme la table, et toute la chaleur générée, elle pourrait partir dans des conduits que des plombiers feraient pour être redistribuée vers des cassettes comme des clims aujourd'hui, qui vont redistribuer la chaleur dans des bâtiments l'hiver, ce qui fait que ça te fait éviter de payer du chauffage. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont en train de se développer aujourd'hui. Et donc voilà, pour dégrossir un petit peu, ça veut dire qu'il y a plein de gens dans le monde, et aussi des sociétés qui ont investi là-dedans. Il y a des sociétés qui ont investi des millions pour mettre en place plein de cartes graphiques, et puis t'as des gens comme moi qui vont peut-être mettre une ou deux cartes graphiques à disposition à la maison pour générer un petit peu d'argent, et puis pour le délire aussi. Et puis il y en a qui vont vraiment essayer de le faire un peu plus pour essayer de miser sur quelque chose qui va être rentable. Cette puissance de calcul que tu mets à disposition va permettre les transactions sur la blockchain, et va permettre que Jean-Eudes achète une motocross à Lucien en passant par la blockchain et sans passer par les banques. L'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est que c'est moins cher, c'est plus avantageux aujourd'hui, et c'est le but demain, de rendre ça plus intéressant que les frais bancaires, que les contraintes bancaires, parce qu'il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de sociétés qui sont en train de se développer dans le financement des maisons, dans la location des maisons. Aujourd'hui, il y a des gens aux États-Unis qui louent des maisons en payant leur loyer en crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a des cartes bancaires qui existent où tu peux payer en crypto-monnaie. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils font leurs courses, personne ne le sait, enfin peu de gens le savent, mais aujourd'hui il y a des gens, ils font leurs courses, ils sortent une carte de crypto-monnaie qui est gérée par une société qui fait des cartes bancaires affiliées à la crypto-monnaie, et il y a des gens aujourd'hui, ils mettent le plein d'essence dans la voiture en payant avec les crypto-monnaies. Donc en fonction du cours de la crypto-monnaie, c'est plus ou moins intéressant pour toi, mais il y a tout un tas de choses qui sont développées autour de ça qui fait que c'est intéressant. Et donc voilà l'idée des crypto-monnaies. Maintenant, l'investissement dans les crypto-monnaies, à quoi il peut te servir? Première chose, tu as l'investissement passif qui fait qu'aujourd'hui tu peux t'acheter un bitcoin aujourd'hui, donc un jeton qui va coûter, comme on disait, 22 000 $, et tu peux l'acheter et le garder de côté donc sur ton wallet, donc ton portefeuille, donc ton compte bancaire de crypto-monnaie, et puis dire bah voilà, j'ai mis 22 000 $ dans un jeton, dans une unité de bitcoin, il est là, j'espère que demain il coûtera plus que 22 000.
Et si demain il coûte 23 000, tu peux revendre ce jeton. Donc le revendre, ça se fait sur ton compte bancaire, hein. Il y en a plein, il y a entre guillemets plein de banques virtuelles, plein de brokers, ils appellent ça des brokers. C'est quelqu'un, en fait, c'est comme une application bancaire où tu vas pouvoir acheter un bitcoin. Ils vont faire le lien entre les deux, c'est comme une banque. Sauf qu'aujourd'hui, une banque, elle a des points physiques comme la Banque Populaire, Société Générale, etc. Ils ont des points physiques. Aujourd'hui, pas les crypto-monnaies, mais peut-être que dans 10-15 ans, tu auras des sociétés de crypto-monnaies qui seront sur place où tu pourras aller là-bas faire un chèque, j'en sais rien, peut-être. Quand je disais donc à quoi bon, aujourd'hui c'est plus intéressant parce que même s'il y a des frais pour payer la plateforme qui est entre guillemets la banque virtuelle, même s'il y a des frais pour les gens qui vont mettre à disposition leur puissance de calcul générée par les cartes graphiques ou d'autres systèmes, bah, ces frais sont quand même beaucoup moins importants que des tenues de compte, les banques, etc. Mais c'est surtout que tu t'ouvres à de nouvelles possibilités. Comme je disais à l'instant, demain tu peux financer une maison, tu peux avoir une carte bleue et dépenser cet argent là-dessus, et tu peux aussi faire des transactions multiples. Et donc ces transactions que tu peux faire, donc c'est comme je disais à l'instant, carte bleue, acheter des choses, dépenser, etc. C'est une partie de ce que tu peux faire grâce aux crypto-monnaies, mais tu peux aussi simplement essayer de spéculer en investissant dans une crypto-monnaie et puis te dire j'espère que demain ou dans quelques années elle va évoluer. C'est ce que beaucoup de gens font, et ils achètent par exemple un bitcoin comme je disais à 22 000 $, et ils le mettent de côté, ils l'utilisent pas pour aller mettre le plein d'essence, etc. Mais ils vont le garder de côté en se disant, en espérant que ces 22 000 $ évoluent. Et il y en a qui ont bien fait, parce qu'il y a quelques années, le bitcoin il a commencé, il coûtait 20 balles, tu vois, aujourd'hui il est à 22 000, mais il y a une époque il était à 65 000. Donc c'est un peu comme la bourse, c'est pour ça que je disais que ça se ressemblait un peu, parce qu'il y a aussi des gens qui vont simplement faire du trading. Du trading c'est quoi? C'est essayer d'acheter et de revendre au bon moment. C'est-à-dire aujourd'hui il est à 22 000, si tu estimes que demain il va coûter plus, bah, c'est peut-être intéressant d'en acheter aujourd'hui et de te dire si demain je suis sûr que demain il va coûter plus cher, bah, demain quand il coûte plus cher, faut le vendre. Mais faut aussi le vendre en se disant putain il coûte cher, mais est-ce que demain il va pas coûter encore plus cher? Est-ce que c'est pas une connerie de vendre maintenant? Tu vois, si tu l'as acheté 1 € et qu'il vaut 4 €, tu dis putain j'ai gagné 4 balles, enfin j'ai gagné 3 balles sur mon investissement de base, est-ce que je le vends maintenant? Et si tu le vends maintenant et que le lendemain il coûte 20 balles, tu te dis putain je suis passé à côté de 16 € quoi, tu vois, et ça peut se passer avec des milliers d'euros. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme la bourse, parce que c'est toujours l'idée de garder une valeur ou de la vendre au bon moment. Et donc pour ça, vous avez soit la façon de faire vous-même, c'est-à-dire vous allez sur une sorte de compte bancaire, un broker, vous achetez du bitcoin et vous attendez, vous regardez régulièrement, vous dites tiens quand ça coûte cher je le revends, ou alors vous passez par une société de gestion qui existe déjà aujourd'hui. Il y a un youtubeur qui est très bon, qui est très inspirant, et qui est celui qui en parle le plus je pense sur YouTube, qui s'appelle Owen Simonin, c'est Asher sur YouTube, qui est un mec qui a plus de 500 000 abonnés sur le sujet unique des crypto-monnaies, donc c'est énorme, et il a monté une société qui s'appelle Just Mining, qui est un fonds d'investissement entre guillemets sur les marchés crypto-actifs, où tu peux déposer entre guillemets des crypto-monnaies chez lui, et lui va les gérer pour toi de la meilleure manière possible pour que lui gagne de l'argent avec, mais aussi toi. Voilà, il va essayer de gagner un petit peu d'argent et toi t'en faire gagner plus. Lui c'est son métier d'essayer d'être là au bon moment, d'acheter au bon moment, de vendre au bon moment. Il a toute une équipe de personnes qui travaillent avec lui, c'est un mec ultra intéressant, ultra intelligent, qui fait des super vidéos et qui m'intéresse beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion de discuter pas mal avec lui et ça fait super plaisir de voir des gens comme ça. D'ailleurs si ça vous intéresse et que je vois que cette vidéo vous plaît vraiment et qu'il y a beaucoup de commentaires etc, n'hésitez pas à me dire. Je pense qu'il serait d'accord pour qu'on fasse une vidéo ensemble pour parler et rentrer peut-être plus en détail sur le marché des crypto-monnaies, sur qu'est-ce que c'est les crypto-monnaies, reprendre peut-être les petites erreurs ou les choses que je maîtrise pas, pour vous faire une vidéo où là on a un vrai expert qui vous en parlera mieux que moi. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que Asher serait ok quoi. Alors je lui ai pas du tout parlé de ça, je lui ai pas du tout dit, il sait même pas que je vais faire une vidéo sur ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui serait intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, lui c'est un youtubeur, investisseur, qui a créé sa société, qui a de mémoire à peu près 500 millions d'euros sous gestion. C'est-à-dire qu'il gère à peu près 500 millions d'euros en tout, mais qui est possédé par plein de gens. Enfin c'est énorme quoi, il a créé un truc de malade, il a à peu près 30 salariés, enfin c'est ouf. C'est pour vous dire quand même l'ampleur déjà dès aujourd'hui du truc. Il y a énormément de sociétés qui travaillent sur des assurances, sur des crédits, sur des choses etc. Il y a plein de sociétés qui se développent et qui vont proposer énormément de choses sans toutes les contraintes qu'on connaît aujourd'hui. Au grand désespoir, oui et non, des banques, des notaires, etc. Parce que la blockchain, cette puissance de calcul qui va certifier les transactions, va compléter
va faire disparaître, c'est énormément de questions que se posent les gens, mais en fait quand tu réfléchis à ce système-là, tu te dis mais du coup demain les notaires et les banquiers vont plus avoir de travail. Alors non, parce qu'il y a toujours des gens qui voudront jamais passer là-dessus, qui vont jamais y croire et qui vont jamais s'investir dans ce délire-là. Je pense que demain ça va avoir un bel impact, parce que quand je vois l'évolution du truc c'est énorme, et je pense que demain ça va donner des possibilités énormes à des gens et aussi du travail, ça va développer des métiers et ça va peut-être renouveler du métier, ça va apporter une nouveauté dans des métiers, et je pense que les banquiers n'ont pas trop de soucis à se faire, parce qu'à mon avis ça va apporter plus de cordes à leurs arcs qu'autre chose, sachant que quand tu vois des géants comme PayPal aujourd'hui, que sur le marché américain et pas sur le marché français encore, hein, on espère que ça arrivera bientôt, mais le marché américain de PayPal permet aujourd'hui des transactions avec des crypto-monnaies. C'est un truc de malade, hein, mais il y a beaucoup de banques aujourd'hui, si vous vous renseignez un petit peu, qui investissent dans les crypto-monnaies, qui vont donner la possibilité d'épargner. Aujourd'hui on a des comptes épargne jeunesse, on a des comptes des livrets A, des livrets jeunes, des assurances vie, des machins, et bah demain évidemment que dans les banques il y aura aussi des épargnes de crypto-actifs où tu pourras épargner via une banque dans les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui ça se fait pas trop, mais les brokers ou les gens chez qui tu peux acheter de la crypto-monnaie aujourd'hui, demain ça sera aussi les banques. Et c'est déjà le cas depuis des années et des années avec la bourse par exemple, mais bon, c'est vrai que les banques sont pas forcément les plus intéressantes pour investir en bourse. Il y a des leaders qui sont très bons là-dedans, mais je reviendrai sur le sujet de la bourse qui est quand même différent, mais qui a des petites similitudes. En tout cas, pour revenir sur ce domaine hyper intéressant qui est les crypto-monnaies, je le trouve vraiment fascinant, intéressant, tant par le développement qu'on peut constater, tant par les possibilités que ça risque d'apporter, tant par l'investissement aujourd'hui qui est quand même d'1 milliard, il y a quand même $1 milliard d'investis là-dedans, il y a quand même pratiquement 300 millions d'utilisateurs, ça veut dire que voilà, on en entend peu parler, on n'est peut-être pas à fond dedans, mais il y a énormément de gens, même autour de vous, qui détiennent un petit peu de crypto-monnaie et qui essayent de 3 choses. Aujourd'hui, j'ai pas de conseils à donner à personne, je voulais simplement déblayer le terrain. Peut-être que demain, je reviendrai avec des conseils, des choses que je propose. En tout cas, ce que je peux vous déconseiller aujourd'hui, c'est de partir dans tous les sens et de mettre de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre là-dedans. Si demain, vous voulez lancer dans les crypto-monnaies, donc pour le coup je donne quand même un conseil, même si je suis pas là pour donner des conseils, faites bien attention de n'investir de l'argent uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre, parce qu'il faut s'essayer, il faut voir ce qu'on est capable de faire, il faut commencer à comprendre le marché, connaître le marché, etc. Et déjà savoir si vous voulez créer des choses, utiliser ce système qui va vous permettre d'échanger de la crypto-monnaie ou d'acheter des biens et services, ou est-ce que vous voulez simplement vous qualifier d'investisseur et de mettre de l'argent entre guillemets de côté dans les crypto-monnaies et qui demain en espérant que ça devienne quelque chose qui va se développer et créer de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer en disant que c'est basé sur rien, que c'est de la spéculation, etc. Oui, mais en tout cas il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui en perdent beaucoup, donc faites très attention. Renseignez-vous, informez-vous, sachez ce que vous faites avant ça. Dans tout ce système, on entend parler de pas mal de choses aussi, qui est par exemple, on entend parler des NFT, on entend parler du métaverse, il y a beaucoup de choses qui ont bousculé pas mal de choses. Quand vous voyez que Facebook ne s'appelle plus Facebook dans les sociétés, que ça s'appelle Meta, avec le petit signe infini, ça veut bien dire quelque chose, parce que tout ça c'est lié au marché des crypto-actifs, pour une simple et bonne raison. Pour vous expliquer un petit peu le métaverse et les NFT en très très gros, parce que c'est pareil, c'est très compliqué. Le métaverse, c'est une sorte de monde imaginaire via des applications, via demain peut-être des jeux vidéo, etc. Quel est le rapport, quel est le lien? C'est comme une sorte de monde virtuel dans lequel tu vas pouvoir te faire un personnage, un avatar, sur une map. Mais sur cette map, en fait, c'est comme si tu vas pouvoir, pour faire très gros, c'est comme les Sims, le métaverse. Sauf que la maison que tu vas vouloir acheter dans les Sims, va vraiment falloir la payer, et tu vas la payer avec de la crypto-monnaie. Ton avatar, tu vas pouvoir lui acheter des chaussures, des vêtements, des montres, comme dans la vraie vie, mais en virtuel, mais sauf que ça va être payant. Aujourd'hui, il y a Breitling, il y a Audemars Piguet de mémoire, il y a des marques de montres qui sont dans les crypto-monnaies, dans le métaverse. Ça veut dire que demain, dans le métaverse, donc dans ce monde parallèle virtuel, tu vas pouvoir, à ton avatar, lui mettre une Breitling, qui aura une vraie valeur, mais je vais vous expliquer après l'intérêt. Tu vas pouvoir lui mettre des chaussures Philippe Plein, parce qu'aujourd'hui Philippe Plein il est très engagé aussi dans le métaverse, il a dans les NFT, etc. Je vais vous revenir sur les NFT après, ne vous inquiétez pas. Et tu vas pouvoir t'acheter des bouts de terrain
à des fins de promotion, à des fins d'investissement, à des fins de plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous vous rendez dans le monde virtuel du métaverse via telle ou telle plateforme, et bah tu vas pouvoir te rendre compte que tu vas voir des logos KFC, tu vas voir Snoop Dogg, lui c'est un gars qui a voulu délirer, il a acheté des parcelles. C'est comme si quand tu vas sur la map de GTA, et qu'en fait tu peux t'acheter une ville ou des petits carrés de map sur la ville de GTA, et tu peux mettre boiserie dessus. C'est-à-dire que tous les utilisateurs du monde qui vont aller dans le métaverse, quand ils vont regarder la carte du monde, ils vont voir un petit boiserie. Et du coup, moi, ça me fait de la pub de ouf, tu vois. Et aujourd'hui, KFC, Nike, les grandes marques le font. Et c'est déjà le cas. Et des mecs comme Snoop Dogg, ils ont acheté des parcelles de terrain virtuelles. Et donc, dans ce métaverse, donc tu as cette terre, cette map, cette carte, et dans laquelle tu vas pouvoir te balader. Tu vas pouvoir aller dans des musées. Par exemple, tu vas pouvoir rentrer dans un magasin virtuel Philippe Plein et tu vas pouvoir voir les nouvelles collections Philippe Plein, et tout ça c'est très en lien avec les NFT, mais tu vas pouvoir rentrer dans un magasin Philippe Plein, regarder des chaussures virtuelles, pourquoi pas les acheter pour ton avatar, ou les posséder et les mettre dans ton appartement virtuel, et les gens pourront visiter et voir, bon c'est un truc de ouf, mais le lien avec le jeu vidéo il est énorme, parce que demain peut-être que les Sims, je sais pas 10, et bah peut-être que tu pourras avoir une maison avec des vrais gens qui vont se balader dedans, qui seront pilotés par des vrais humains dans le jeu vidéo. Tu vas pouvoir vendre des choses entre avatars de Sims. Tu vas pouvoir avoir une maison et mettre des œuvres d'art dedans. Tu vas pouvoir avoir une Rolex au poignet de ton avatar. Tu vas pouvoir avoir une Porsche, etc. Donc ça c'est tout le monde virtuel qui pour moi demain va se développer et continuer à se développer, parce que ça va vraiment avoir un lien fort je pense avec le jeu vidéo surtout, dans lequel va y avoir un énorme écosystème je pense, parce que déjà les gens dépensent des fortunes pour avoir un avatar en tête avec une crête rose ou un flingue sur Call of. En fait le métaverse il existait déjà. Quand sur Call of Duty t'achètes une arme rose, ou quand tu mets une casquette à ton avatar sur Call of Duty et que la casquette tu la payes avec des euros, bah c'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui le métaverse va te donner plus de possibilités. Maintenant là j'ai dégrossi vraiment très gros le métaverse, c'est vraiment ce monde virtuel dans lequel va y avoir la finance qui va être liée, mais la finance des crypto-monnaies, d'où le lien avec les crypto-monnaies. Tu vas pouvoir acheter des crypto-monnaies, et ces crypto-monnaies tu vas pouvoir les dépenser dans des chaussures Philippe Plein sur le métaverse, et peut-être que ces chaussures Philippe Plein seront une collection très rare que tu vas acheter 200$, et que dans 2 ans ces chaussures virtuelles de Philippe Plein tu pourras les revendre 2000$, tu vois. Et là on rentre dans le NFT, pour revenir sur les NFT. Les NFT c'est quoi? C'est les non-fungible tokens. Ça veut dire que c'est des jetons non fongibles. Ça veut dire que tu vas avoir quelque chose qui ne va pas changer. Ça va être plein de choses, des œuvres d'art. Donc on a l'habitude dans les NFT de voir des têtes de singes. On a l'habitude de voir plein de choses. C'est des œuvres d'art, c'est des images, c'est des petites vidéos en mouvement que tu vas pouvoir acheter sur des brokers, sur des sites. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui l'utilisent comme un vecteur de spéculation. Tu vas acheter par exemple une tête de singe, je sais pas moi, 1 Ether, ce qui est l'équivalent de 1500$, vu qu'elle est rare. Donc là faut rentrer dans le truc, faut savoir comment elle est rare, pourquoi elle est rare, pourquoi elle a de la valeur, et tu vas l'acheter ce tarif là en espérant la remettre à revendre plus tard pour spéculer dessus et gagner de l'argent. Exactement ce qui se passe dans le monde réel, qui est l'art. Par exemple, il y a une différence qui est importante, je vais vous l'expliquer, c'est que Picasso, quand il faisait un tableau, lui il faisait son tableau, donc il y dépensait un cadre, il y dépensait du temps, il y dépensait de l'énergie, il y dépensait de la peinture, et à la fin, en ayant créé tout ce qu'il a fait, donc créé cette œuvre d'art, il espère en récupérer plus que le temps imparti, plus que la peinture qu'il a dépensé, plus que le cadre qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il a donné la valeur ajoutée à son art, et il a réussi à en faire une œuvre d'art qui fait qu'il l'a revendu plus cher. Alors il y en a qui les ont vendus après leur mort, etc. Mais aujourd'hui il y a plein d'artistes qui font quelque chose en espérant le vendre plus cher. Et donc les NFT c'est la même chose mais de manière virtuelle. La grande différence c'est que Picasso, quand il faisait un tableau et qu'il vendait, il vendait une fois. Si moi j'achetais un tableau de Picasso 100€ et que je le revendais 10 000, les 9 900€ de marge, de plus-value, sont pour moi. Picasso lui il l'a vendu 100 balles. La différence avec les NFT, c'est que les NFT, tu vas avoir une commission qui est reversée à l'artiste ou à la personne qui a créé ce NFT. Donc cette œuvre d'art ou cette chose, ou peu importe ce que c'est. Si demain, le mec qui a fait une tête de singe en photo avec des couleurs un peu à la con, il l'a vendu 1 Ether, et que le mec qui l'a acheté 1 Ether l'a revendu 2 Ethers, et dedans, il y a une petite commission qui est remise au mec, à vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sera revendu, à chaque fois le mec reprendra une commission. L'avantage de l'art, l'avantage de la valorisation de l'artiste, et c'est ça la différence avec de l'art actuel et réel, c'est qu'aujourd'hui tu vas pouvoir prendre une commission sur chaque chose que tu vas faire. Donc ça c'est une fonction, et c'est ce qui est fait pour les NFT.
D'où la relation avec le métaverse, c'est que demain, la tête de singe, tu vas pouvoir l'acheter et détenir cette image virtuellement. Mais si tu es sur le métaverse, tu vas pouvoir la mettre dans un musée ou tu vas pouvoir la mettre dans ta maison et les gens vont peut-être payer une fraction d'Ethereum ou de Bitcoin pour rentrer dans ce musée et voir des belles choses. Et du coup, ils vont peut-être voir le tableau et puis se dire « Ah putain, il a acheté la tête de singe, elle est stylée. Déjà, t'as gagné de l'argent pour que les gens puissent la voir dans ce musée virtuel. Et en plus de ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire « Moi, je te propose de te l'acheter. » Voilà. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'il y a aujourd'hui dans le métaverse via les NFT. Une autre chose qui est importante à savoir sur les NFT, c'est que c'est un moyen de certification. Ça va lutter contre les contrefaçons, contre la contrebande, et c'est le travail que fait aujourd'hui les marques de luxe, comme Louis Vuitton, Breitling, j'en parlais tout à l'heure pour les montres. Aujourd'hui, quand tu vas acheter une Breitling, ou demain, je sais pas si c'est le cas, hein, Georges Kern, le PDG de Breitling, voilà, je sais pas du tout s'il a ça dans les tuyaux, mais je sais que Breitling est impliqué là-dedans, mais je sais pas, mais peut-être que demain, Breitling va générer à l'achat d'une montre un NFT, ce qui va certifier du fait que ce soit un non-fungible token, donc NFT, du fait que ce soit quelque chose qui soit non fongible, quelque chose qui ne peut pas varier, quelque chose qui ne peut pas changer, et bah si la photo de la montre avec le numéro de série en NFT, donc ça sera peut-être une photo d'une montre classique, hein, mais elle sera unique, soit par la couleur, soit parce qu'il y aura un numéro sur la photo, soit parce qu'il y aura quelque chose qui fait que chaque NFT est unique. Alors peut-être que tu peux avoir un NFT avec une tête de singe et il a une dent en or, et l'autre il lui manque une dent, et l'autre il a les cheveux rouges, et l'autre il a les cheveux verts. Dans tous les cas, chaque NFT est unique. Donc vu que chaque montre est unique, la Breitling elle est unique. Il y en a beaucoup qui sont pareils, comme tu prends une Rolex Submariner, il y en a eu beaucoup, mais elles sont uniques parce qu'elles ont toutes un numéro de série, unique. Tu vois, des Honda 450, il y en a 1 milliard, mais elles sont toutes uniques parce qu'elles ont toutes un seul et unique numéro de châssis par moto. Mais elles se ressemblent effectivement, mais elles sont quand même uniques. Si demain une marque comme Breitling ou une autre, hein, je donne des choses, je sais pas du tout s'ils vont le faire, mais si demain une marque de montre comme ça se met à générer un NFT avec la montre, ce NFT qui ne peut pas changer parce qu'il est unique avec son numéro de série est associé à la montre, fait que la montre qui tu peux te la faire voler. Là je peux me faire voler ma montre, je peux la perdre dans la rue. Et bah si j'avais un NFT qui allait avec cette montre là, fait que le mec qui me l'a volé ou qui l'a trouvé par terre, c'est-à-dire que lui il peut pas la revendre parce que les gens vont dire dis donc t'es gentil, mais quand t'achètes une Breitling ou une autre montre, hein, je parle de Breitling comme ça, quand t'achètes cette marque de montre là, bah il y a un NFT qui va avec. Pour me prouver que c'est la vraie montre, il faut que tu me donnes le NFT. Et demain, vu que ça va se démocratiser et que c'est le projet en tout cas, hein, c'est le projet que tout ça se démocratise, les crypto-monnaies, le métaverse, les NFT, fait que des marques qui sont beaucoup embêtées par les contrefaçons, comme Rolex par exemple, où aujourd'hui il y a plus de Rolex qui se vendent de contrefaçon que de véritables, et bah demain, si Rolex met en place un système de NFT qui est généré à la vente d'une montre, c'est-à-dire que chaque mec qui sort de chez Rolex aura sur son application Rolex le NFT en relation avec la montre, fait que si demain il se fait tirer la montre, bah le mec qui l'a tiré, il peut porter une Rolex, oui effectivement, mais pour la revendre, il pourra pas. Parce que le mec va dire bah t'es gentil, moi je veux le NFT qui va en face. Alors oui, il pourra quand même la revendre, il y a des gens qui s'en branleront, mais en tout cas ça va venir certifier le fait que c'est une vraie montre. C'est-à-dire que le mec qui va acheter sa montre sur le bon coin, il va se dire mais qu'est-ce qui me prouve que c'est une vraie Rolex, parce qu'il y a des copies qui sont très bien faites aujourd'hui. Le gars va dire écoute, va sur l'application Rolex, il y a le NFT avec le même numéro de châssis que ta montre que je te vends, qui est là, et ça va prouver, ça va certifier, ça va être... Le NFT va devenir pour des grandes marques comme un certificat d'authenticité. Sauf qu'aujourd'hui, oui, on a des certificats d'authenticité quand on achète une Rolex, mais qu'est-ce qui te prouve que tu vas pas le perdre? Qu'est-ce qui te prouve qu'il va pas brûler? Qu'est-ce qui te prouve que tu vas pas te le faire voler? L'avantage du NFT, c'est qu'il passe encore une fois par la blockchain, et que cette puissance de calcul qui permet à la blockchain d'écrire et d'archiver des transactions, fait que demain tu peux perdre ton téléphone, tu peux te faire voler ton téléphone, tu peux perdre tout ce que tu veux. Bah tu vas chez Rolex, tu leur dis écoutez, je détiens un NFT, regardez avec mon nom, eux en tapant ton nom, ils vont trouver dans leur registre que tu détiens bien le NFT. Maintenant que t'aies la montre ou pas, le NFT il est à toi. Mais si demain tu veux vendre la montre, bah tu pourras par un biais ou un autre
remettre au nouveau propriétaire le NFT qui va prouver l'authenticité de cette montre. Ou bien l'authenticité d'une œuvre d'art, ou bien l'authenticité d'un acte de propriété. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. C'est un monde incroyable qui est fascinant, qui est passionnant, qui est compliqué. Mais quand tu es précurseur et que tu te mets là-dedans tôt, voilà, dans les années 90, les gens se foutaient de la gueule de beaucoup de gens qui croyaient dans Internet. Aujourd'hui, celui qui a pris une action chez Google, il est millionnaire. Voilà. Il y a 20 ans, le mec qui mettait 1 euro chez Apple, aujourd'hui il a 1 million, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant à l'époque, les gens ils se foutaient de leur gueule, ils disaient c'est quoi ce vieux ordinateur pourri, Macintosh, c'est quoi cette merde, tu vois? Ils disaient non, laisse-moi tranquille avec mon Minitel, va te faire foutre avec tes ordinateurs de merde. Enfin bon, voilà. Moi c'est des choses dans lesquelles j'y crois, maintenant j'ai pas mis toutes mes billes dessus, hein. T'imagines bien que je suis pas en train de me dire pourvu que ça marche. J'espère que ça va marcher. En tout cas, encore une fois, gros disclaimer, attention avant d'aller acheter des trucs, attention avant d'aller investir, renseignez-vous, formez-vous. Prenez beaucoup de recul là-dessus, formez-vous. Moi j'ai passé environ 2 ans à regarder des vidéos, à acheter des formations. Il y a des youtubeurs qui m'ont beaucoup aidé de manière gratuite et gentille. Et puis il y a aussi des gens qui sont investisseurs qui m'ont aidé et je me suis renseigné, j'ai été dîner avec des gens, j'ai acheté des formations, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des écrits, qui fait qu'aujourd'hui voilà, j'ai fait certaines choses qui m'ont permis d'investir. En tout cas c'est un monde qui est ultra intéressant, c'est un monde qui est jeune, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas demain, par exemple, il y avait une monnaie qui s'appelait Terra Luna qui a coulé parce que ils se sont rendus compte que l'indexation en dollars, bon là je rentre un peu dans les détails, mais cette monnaie pour exister, elle était indexée en dollars. Ça veut dire qu'il y avait autant de dollars que de crypto-monnaies qui étaient censées être détenues. Ça veut dire que pour prouver leur bonne foi, telle valeur, et ils disaient on détient la même valeur en banque par des vrais dollars. Sauf qu'il s'est révélé qu'en fait c'était pas vrai, ils avaient de la crypto-monnaie mais ils n'avaient pas autant de dollars comme l'engagement qu'ils avaient pris, hein. Ce qui fait que ils s'en sont rendus compte, le truc a coulé, ça a été la nouvelle du siècle, donc tout le monde est parti de leur position, et donc il y a des gens qui avaient acheté, c'est comme si demain t'achètes un bitcoin à 22 000 $ et que ça s'effondre et que ça ne vaut plus rien, tu t'es assis sur 22 000 $. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire très attention et de vous former. Moi j'ai passé 2 ans à me renseigner et à apprendre avant de commencer à investir vraiment. Et c'est exactement ce que j'ai fait aussi avec l'immobilier, c'est exactement ce que j'ai fait avec la bourse, c'est exactement ce que j'ai fait avec les montres, avec plein de choses. Donc voilà, soyez très vigilants. J'espère vous avoir apporté des petites choses, j'espère avoir déblayé le terrain, j'espère avoir été pédagogue. En tout cas, si ça vous intéresse vraiment, de rentrer plus dans le détail avec des vrais conseils et aller vraiment plus dans l'histoire et de faire peut-être pourquoi pas une sorte de podcast ou un sujet avec Asher, qui est un youtubeur hyper intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires et j'essaierai de faire ça s'il est d'accord évidemment. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube, c'est très important. Je vais revenir très bientôt avec des nouveaux sujets, avec des entrepreneurs. J'ai envie d'interviewer plein d'entrepreneurs, plein de gens, des investisseurs, des travailleurs, des gens qui sont actifs tout simplement, des gens qui se lèvent le matin et qui n'attendent pas que ça tombe du ciel et qui se plaignent à longueur de journée en disant qu'on est dans un sale pays avec des sales cons. À un moment donné, bouge-toi le cul si tu veux que ça change. Enfin bon, là, je commence à tu vois, je commence à rentrer dans trop de détails. En tout cas, abonnez-vous, c'est très important. J'espère vous avoir donné des conseils, j'espère vous avoir intéressé au moins. Merci beaucoup, je vous embrasse et n'oubliez pas de faire attention avant d'investir, avant de prendre une quenelle dans le trou de balle. Allez, salut! On a mon petit magasin de moto, je suis en train de manger ma salade de fruits. Tout ça pour vous dire qu'on est le premier magasin de moto en France où vous pouvez acheter votre moto en crypto-monnaie, les amis. Y'a pas de mentir. Je mange mes morts là. Putain, à chaque fois je me trompe, c'est pas sur cette chaîne YouTube qu'il faut dire de la merde. Merde! Je dois être sérieux ici, putain, fais chier. Faut être crédible un peu, merde, Lucien. Bordel de bite. Allez, salut!